Il a osé dénoncer les arnaques de l'industrie agroalimentaire. Christophe Brusset, ingénieur agroalimentaire, a transformé sa passion pour les achats dans l'industrie alimentaire en un combat contre les pratiques douteuses de celle-ci. Débutant par une passion pour l'agroalimentaire, il est rapidement devenu directeur des achats où il a été témoin de pratiques visant à réduire les coûts au détriment de la qualité et de la santé publique. Christophe s'est retrouvé confronté à différents scandales alimentaires, le conduisant à devenir un lanceur d'alerte aux yeux de tous. Sa décision de révéler ses vérités cachées n'a pas été sans conséquences. Elles ont provoqué une onde de choc, braquant les projecteurs sur l'ampleur des scandales alimentaires et soulignant l'urgence d'une réforme en profondeur de l'industrie. Pour Christophe, il est primordial de rester informé, de questionner ce que nous consommons et de ne pas se laisser tromper par les apparences. Comment Christophe a démasqué les manipulations et les fraudes qui se cachent derrière les produits que nous consommons au quotidien? Tu veux apprendre les secrets bien gardés de cette industrie? Christophe dévoile tout dans ce dernier épisode de Nuts Talk. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute! Christophe, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous partager un petit peu ton parcours? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc moi, aujourd'hui, j'ai 53 ans, donc je suis ingénieur agroalimentaire de formation. Donc j'ai commencé par un DUT agroalimentaire, puis ingénieur agroalimentaire. Comme je me passionnais pour les achats et que je voulais devenir acheteur dans l'agroalimentaire, j'ai fait un 3e cycle en management des achats. Et un peu plus tard, j'ai fait un MBA, donc voilà, en gestion management d'entreprise. J'ai commencé ma carrière comme ingénieur projet et production, et ensuite donc aux achats, donc acheteur, trader, et puis ensuite directeur des achats, dans différentes entreprises agroalimentaires. Aujourd'hui, je suis toujours directeur des achats, donc encore dans l'agroalimentaire un petit peu, dans l'alimentation animale, et aussi donc dans les produits vétérinaires et produits de traitement des cultures biologiques. Est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu, c'est quoi un peu le travail d'un agronome alimentaire? Parce que peut-être aujourd'hui, on en entend un petit peu plus parler, mais peut-être que les gens ne savent pas vraiment ce que c'est ou à D'accord. quoi sert la personne. Mais écoute, il faut pas confondre agronome, donc qui est la personne qui travaille dans l'agriculture pour faire pousser les productions, avec ingénieur agroalimentaire. Donc en fait, je suis surtout un ingénieur des process, on va dire, donc des méthodes de fabrication, donc des usines, des projets, des machines, euh, voilà, qu'on peut mettre en place et qu'on peut mettre en œuvre pour produire des produits alimentaires. Donc par exemple, j'ai travaillé sur les appareils pour fabriquer de la mayonnaise, sur des lignes de conditionnement, sur des évaporateurs pour faire du concentré, etc. Donc voilà, c'est la personne donc, qui travaille sur les processus de production alimentaire. Donc dès qu'on veut créer un produit, dès qu'une entreprise veut créer un produit, c'est toi qu'elle appelle pour Voilà, créer son voilà. processus de fabrication. On va trouver les ingénieurs agroalimentaires, soit dans les laboratoires pour faire de la recherche-développement, donc pour mettre pour définir les produits, les recettes, les technologies. On peut en trouver aussi en qualité, donc c'est souvent des gens qui surveillent la qualité, qui définissent les cahiers des charges. En production, dans les usines, souvent des directeurs d'usine sont les ingénieurs agroalimentaires. On peut en trouver dans les achats, dans le commerce. Donc moi, j'ai commencé par l'usine et ensuite je suis passé aux achats. Donc on en trouve un petit peu à tous les postes clés dans l'industrie agroalimentaire. Qu'est-ce qui, toi, t'a attiré particulièrement dans ce domaine? C'est quoi qui t'anime? Bah, écoute, moi, l'agroalimentaire, je suis tombé dedans tout petit, hein, donc j'ai toujours été intéressé par la nourriture, toujours été très gourmand. Et quand il a fallu s'orienter pour ses études, naturellement, j'ai choisi l'agroalimentaire. Même avant, quand j'ai commencé à travailler l'été pour financer mes études, je travaillais dans des conserveries, je travaillais à ramasser les fruits et légumes l'été. Donc, d'aussi loin que je me souviens, j'ai toujours travaillé dans l'agroalimentaire et voulu travailler dans l'agroalimentaire. Moi, ce qui me passionnait au début, hein, quand je voulais travailler dans ce métier, c'était tout ce qui était produit un peu rare et noble. Donc, les épices, le café, voilà, c'était ça vraiment, le chocolat, voilà, c'était ces produits-là qui me passionnaient. Super. Bah, écoute, on va en parler, je pense, plus spécifiquement Oui. parce que bah, tu es quand même connu plus particulièrement pour deux livres. Donc, Vous êtes fou d'avaler ça, qui a fait
assez parlé de lui. Et puis, et maintenant, on mange quoi? Donc, en fait, où tu dénonces un peu les dérives de l'industrie agroalimentaire. Est-ce que Oui. tu peux déjà nous en parler un peu globalement de comment l'industrie un peu manipule la vérité pour rendre leurs produits plus attractifs? Et puis après, on rentrera un petit peu plus dans le détail. Oui, alors comme tu l'as rappelé, j'ai fait mon premier livre en 2015. Donc, ce n'était pas du tout prévu, hein. Moi, je suis pas un écrivain, je suis un technicien, on va dire. Et au début, donc, j'étais vraiment un passionné de l'agroalimentaire. Et moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment faire des produits de qualité, et puis voilà, faire les meilleurs produits possibles avec les meilleurs ingrédients, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que dans l'industrie, c'était assez souvent éloigné de ça, qu'il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de pression sur les prix, beaucoup de soucis de qualité, beaucoup de fraude et beaucoup de scandales. Donc, on l'a vu dans toutes ces dernières années, il y a eu des scandales à répétition, que ce soit les lasagnes au cheval, que ce soit les œufs au fipronil, que ce soit le miel contaminé, etc., etc., les pizzas contaminées aussi à la salmonelle, le lait en poudre. Enfin bon, on en a eu une liste impressionnante. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis parti, moi, à l'étranger dans les années 2015, à ce moment-là, il y a eu le scandale des lasagnes au cheval. Donc, c'est-à-dire que dans des lasagnes qui étaient censées être au bœuf, en fait, on avait remplacé le bœuf par du cheval, qui est une viande moins chère. Tout ça pour baisser les prix et pour faire des profits indus. Et ça a fait un scandale. Et à l'époque, moi, j'avais été choqué de la réponse qui était faite par les industriels et leurs représentants, les syndicats, qui disaient non, il n'y a pas de problème en France, c'est un problème à l'étranger. Et aussi par les politiques français qui disaient non, en France, on a la meilleure industrie du monde, le problème, il vient de l'étranger, quoi. Et moi, je connaissais les problèmes et je m'étais dit, ce serait quand même pas mal que quelqu'un. Moi, je ne voulais pas que ce soit moi au début, je ne voulais pas me mettre en avant et je savais les problèmes qui allaient survenir. Donc, je m'étais dit, ce serait pas mal que quelqu'un, quand même, dénonce un petit peu ce qui ne va pas, de manière à ce qu'on puisse faire un constat et apporter des remèdes, améliorer les choses. Voilà, donc c'était ma démarche. Finalement, personne ne l'a fait. Et j'ai écrit ce bouquin, donc avec, comme tu l'as dit, beaucoup de retentissement, qui m'a valu pas mal de soucis, mais au final, que je suis très content d'avoir fait. Ensuite, pour répondre à ta question par rapport alors, aux ruses de l'industrie pour vendre ses produits, alors il y a toutes les ruses du marketing. Bon, ce n'est pas propre à l'agroalimentaire. Tous les fabricants, on l'a vu dans les voitures, dans les vêtements, où on essaie de mettre son produit en valeur, quitte à raconter n'importe quoi. On a vu dans les voitures, on avait le Dieselgate, par exemple, avec le scandale Volkswagen. Donc, ce n'est pas propre à l'agroalimentaire, on va dire, d'exagérer les qualités du produit, ou voire même carrément de mentir, de mettre des photos flatteuses. De ne pas tout dire, de cacher des choses, etc. Donc, il y a tout un tas d'astuces légales. Et puis, il y a aussi carrément des fraudes qu'on peut avoir assez souvent, malheureusement. J'interromps l'épisode quelques secondes pour te poser une question. Est-ce que tu consommes des compléments alimentaires ou des produits nutritionnels pour sportifs? Si oui, es-tu vraiment sûr de ce qu'ils contiennent? Parce que soyons honnêtes, lire les étiquettes, c'est souvent compliqué et loin d'être suffisant pour tout comprendre. Et si derrière une belle promesse marketing se cachaient des ingrédients douteux, ou pire, des impacts négatifs sur ta santé et l'environnement? C'est pourquoi je suis super heureux de te partager une bonne nouvelle. L'application ScanNuts est enfin disponible gratuitement sur Android et iOS. Elle te permet d'analyser et de décrypter tous tes produits de manière 100% transparente et facile à comprendre. Avec ScanNuts, tu peux également jouer à des quiz, apprendre à mieux consommer et même gagner des cadeaux exclusifs. Télécharge l'application ScanNuts dès maintenant et reprends le contrôle de ta santé. Maintenant, tu le sais. Quelles sont les différentes pratiques du coup pour dissimuler on va parler allez, des pesticides, par exemple. Qu'est-ce que toi, tu as vu dans l'industrie? Qu'est-ce que font les industriels pour essayer de masquer ces choses-là? Écoute, souvent, les produits qui contiennent beaucoup de pesticides, effectivement, sont un problème. On peut avoir des lots qui sont au-dessus des normes. Donc, il y a des normes pour les produits pour qu'ils puissent être mis à disposition des consommateurs. On ne doit pas dépasser certains niveaux, certains seuils. Donc, effectivement, quand on achète, nous, par exemple, on achetait, je ne sais pas moi, des poivrons en Espagne pour fabriquer des salades surgelées, eh bien, on devait s'assurer que ces produits-là étaient conformes avec tous les paramètres, y compris les pesticides. Quand les produits n'étaient pas conformes, soit on avait la possibilité de les retourner au fabricant, donc à celui qui nous les avait vendus, soit éventuellement de les diluer, donc de les mélanger à des lots plus sains, de manière à, en moyenne, avoir un seuil qui soit plus bas. Donc, je sais que c'est une chose qui se pratique souvent. Vous avez aussi certaines industries qui sont moins regardantes,
Moi, je me souviens quand j'en discutais avec les fabricants, justement, notamment de poivrons qui avaient des soucis de qualité, ils me disaient, ben voilà, souvent, on envoie ces produits-là chez les fabricants de pizza parce qu'ils sont moins regardants. Et une fois que le produit est utilisé, saupoudré sur une pizza, bah, c'est très difficile de savoir que ces poivrons avaient des seuils de pesticides trop élevés, puisqu'après, c'est mélangé avec de la tomate, avec des olives, avec du fromage, avec de la pâte à pizza. Donc, essentiellement, ce qu'on peut trouver, c'est oui, c'est de la dilution, soit avec le même produit, soit intégré dans un plat préparé, et en fait, avec les seuils qui se retrouvent dilués. Voilà, c'est ce Du qui se coup, pratique souvent. finalement, c'est pas si grave. Alors, du coup, vu que c'est dilué, Bah, disons que c'est difficile parce qu'il y a des seuils qui sont définis donc par les autorités qui disent bah voilà, en dessous de ce seuil-là, c'est sans risque. Mais il y a un gros souci avec ces seuils, c'est-à-dire que régulièrement, certains produits, bah, on se rend compte avec de nouvelles études que les seuils ne sont pas bons, que le produit est beaucoup plus dangereux que ce qu'on estimait au départ. Parce qu'il faut savoir que les études sur la dangerosité des pesticides notamment, mais de tous les produits, on va dire chimiques, c'est-à-dire les additifs, les auxiliaires technologiques, etc., toutes ces études, elles sont financées et réalisées par les industriels qui les produisent et qui les vendent. Donc, il y a un gros souci au départ d'objectivité des données. Donc, assez souvent, on se rend compte en fait que les données fournies par les fabricants sont très et trop optimistes. Il y a beaucoup d'études aussi alarmistes qui sont combattues, qui sont dénigrées par les lobbies des industriels. Donc, ceux qui mettent en œuvre des études sérieuses et qui montrent la dangerosité de tous ces produits-là, en général, ont beaucoup de mal à se faire entendre. Il faut savoir aussi que dans les comités d'évaluation, dans les organismes officiels, on a réellement une gangrène de scientifiques qui sont financés clairement par les industriels. Donc, c'est très difficile d'être sûr que les seuils protègent réellement les consommateurs. Ensuite, il y a aussi une chose, c'est que les seuils sont définis par molécules individuellement, mais on sait très bien que quand on va consommer des produits, eh ben, on va avoir dans le produit tout un cocktail de produits chimiques. On va avoir des solvants, on va avoir des pesticides, on va avoir des contaminants naturels, on va avoir par exemple, je ne sais pas moi, des huiles minérales, on peut avoir des dioxines, on peut avoir de l'acrylamide qui sont produits pendant la fabrication du produit, on peut avoir des plastiques, on peut avoir des polluants qui viennent de l'emballage par exemple. Donc, on peut avoir tout un tas de polluants, on peut avoir des métaux lourds aussi. Et l'interaction de toutes ces molécules entre elles n'est jamais étudiée. Donc, en fait, en réalité, ces produits-là sont beaucoup plus nocifs et toxiques que ce qu'on veut bien le dire. oui, parce que déjà, pris individuellement, déjà, ils sont Oui, nocifs suivant un certain taux, mais alors une fois qu'ils sont mélangés ensemble et qu'ils tout à fait. interagissent ensemble, effectivement, on n'a aucune aujourd'hui étude sérieuse qui montre l'impact qu'il y a sur le corps. Et c'est même impossible à faire parce que au niveau additif, donc ce qu'on appelle les additifs, il y en a à peu près, je crois, à peu près 350, 400, et auxiliaires technologiques à peu près autant. Donc rien que dans ce qu'on rajoute à la nourriture, tu as quasiment 700 molécules. Et si à ça, tu rajoutes les pesticides, qui ne sont pas les additifs, donc qui sont des polluants, tu en as à peu près pareil, plusieurs centaines, on va dire entre 800-900 peut-être, plus les polluants, donc type métaux lourds, dioxines, etc. Enfin, on se retrouve avec une possibilité infinie, des combinaisons infinies, des doses infinies, ce qui fait que c'est impossible. Et ensuite, un produit va être plus ou moins dangereux suivant ton âge. C'est-à-dire que si tu es un jeune enfant ou une personne âgée, si tu es fragile, si tu as des maladies chroniques, si tu es enceinte, enfin, je ne pense pas que ce soit ton cas, mais je veux dire, les personnes fragiles sont beaucoup plus sensibles que les autres à ce type de contamination. Ouais, bah, tu parles de enceinte ou personnes fragiles. Moi, je me catégorise plus dans la catégorie des personnes fragiles. J'ai eu un grave accident de moto, j'ai perdu quelques organes. Et en fait, effectivement, c'est là qu'on se rend compte que finalement, Ouais. bah, c'est important de faire attention parce que le moindre petit truc, on tombe malade plus facilement, on est plus fragile. Donc, effectivement, moi, je le vois au jour le jour que si je fais pas attention, bah, en fait, ça va beaucoup, ça va pas, quoi. Tout à fait. Et là, on parle des produits, entre guillemets, ajoutés, des produits toxiques, dont on sait qu'ils ne sont pas forcément très sains pour la santé, mais tu as aussi dans la composition des aliments, donc dans les ingrédients, des produits qu'il ne faut pas consommer en trop grande quantité. Par exemple, on sait très bien que le sucre, certaines matières grasses, il vaut mieux en avoir une consommation raisonnable.
D'ailleurs, on reviendra, je pense, un petit peu là, Mhm. sur les sucres. Mais du coup, dans tout ça, j'ai envie de dire qu'il y a des lois qui nous protègent, qui protègent le consommateur. Du coup, les fraudes, bon, il peut y en avoir, mais elles restent minimes. Toi, qu'est-ce que tu as pu observer du coup là-dessus? Bah, moi, les lois, oui, effectivement, il y a des lois, mais enfin, il y a des lois qui interdisent le vol, l'agression, et on sait très bien qu'en France, on a énormément de problèmes par rapport à ça. Oui, il y a beaucoup de lois, des lois dans tous les sens, même j'allais dire quelquefois un peu trop de lois et de règlements en France. Mais malheureusement, on n'a personne pour les faire appliquer. Il y a très peu de contrôle, il n'y a quasiment pas de contrôle. Les organismes de contrôle comme la DGCCRF, donc les personnes, en gros, les fonctionnaires qui sont censés surveiller que tout se passe bien, sont de moins en moins nombreux. Ils perdent des effectifs chaque année, ils n'ont pas de moyens, c'est une tâche impossible. Donc on se rend compte en fait que non, il n'y a pas moyen de faire appliquer, de faire contrôler les règles. Les sanctions aussi, pareil, les sanctions sont rarement mises en œuvre. Il y a très peu de gens qui sont poursuivis. Quand il y a des scandales, il y a rarement des condamnations. Tu vois, si on regarde les derniers scandales, là, par exemple, sur l'affaire des pizzas à Buitoni, il y a eu des enfants qui sont morts. Pour l'instant, je ne sais même pas quand il y aura un procès, je ne sais même pas s'il y aura un procès, et je suis curieux de savoir s'il y a des condamnations. Donc, oui, il y a des lois, mais le problème, c'est qu'il y a quasiment personne pour faire les contrôles, et qu'en cas de manquement, bah, il n'y a quasiment pas de sanctions. Donc, ce n'est pas dissuasif. Ouais, et puis comme tu l'expliques dans le livre, les certificats qu'on peut obtenir, certains peuvent être frauduleux ou facilement falsifiables. Est-ce que tu peux Oui, tout à expliquer un fait. petit peu le procédé ou comment ils arrivent à faire ça? Alors, bah, écoute, il y a plein de façons hein, d'avoir des documents qui sont pas les bons. Hein. Soit tu peux, par exemple, si tu achètes un lot, je ne sais pas moi, un camion de poivrons, par exemple, avec un lot identifié, une traçabilité identifiée, rien t'empêche d'utiliser ces documents-là avec un autre lot. En disant, bah, par exemple, bah, voilà, ce lot-là, c'est celui-ci, et puis voilà, tu utilises des documents qui sont pas liés au bon lot, justement. Donc, tu vois, tu peux très bien changer les documents, intervertir les documents. Ensuite, et ça, je l'ai très bien connu parce que nous, on le pratiquait chez nous, tu peux changer les origines. Tu peux envoyer un produit dans un pays. Nous, par exemple, on envoyait beaucoup de produits sur Dubaï, puisqu'on avait une filiale à Dubaï. On envoyait des produits à Dubaï, et une fois à Dubaï, on les réexportait avec des documents du pays, avec un certificat d'origine, etc. Donc, avec, entre guillemets, on faisait ce qu'on appelait une nationalisation. Donc voilà, les Chinois ont beaucoup pratiqué ça avec le miel, par exemple. Ils exportaient du miel en Malaisie ou au Vietnam, du miel chinois qui était interdit à l'exportation aux États-Unis à une période. Et le miel était importé, donc, par exemple, en Malaisie et réexporté de Malaisie vers les États-Unis avec un certificat d'origine malais. Donc voilà, il y a aussi ces possibilités-là. Et puis ensuite, tu as des entreprises qui sont peu scrupuleuses et qui te fournissent des documents qui sont pas les bons dès l'origine. Moi, j'avais fait le test en essayant d'acheter des faux produits bio quand j'avais écrit un bouquin sur le bio. Je voulais vérifier si c'était facile d'acheter des faux produits bio. Donc voilà, donc j'ai contacté des fournisseurs et effectivement, des fournisseurs en Chine étaient prêts à me vendre des produits avec le certificat bio, enfin tout ce qui allait bien, mais le produit n'était pas bio. Du coup, comment on fait pour faire confiance? Enfin, j'ai envie de dire, du coup, on mange plus rien finalement parce que on peut Il faire faut, confiance à personne. eh ben, il faut être vigilant. On peut faire confiance, je pense. Il y a quand même, déjà, il faut avouer qu'on a un gros problème avec certaines origines. Moi, je mets souvent les projecteurs sur la Chine. C'est que par expérience, moi, je travaille avec la Chine depuis les années. La première fois que j'y suis allé, c'était en 93, je crois. Donc, vous voyez, ça fait un bail. Et en Chine, il y a eu des scandales, d'énormes scandales. Il y a eu le scandale, par exemple, de la mélamine. Alors, c'est un scandale où quasiment tous les fabricants de lait trafiquaient le lait voilà, pour le faire apparaître de meilleure qualité que ce qu'il était. Et il y a eu des morts. Il y a eu beaucoup d'enfants, des bébés qui sont décédés. Et il y a eu ceux qui ont organisé cette fraude. Il y a eu 2 condamnations à mort. Et les personnes ont été exécutées. Donc, il y a eu énormément de scandales en Chine. Et il y a beaucoup d'entreprises en Chine qui exportent des produits totalement fraudés. Donc, moi, je parlais du miel, qui est un produit que je connais bien. Donc, en Chine, il y a des entreprises qui sont spécialisées pour fabriquer du faux miel. Donc, un produit qui est un mélange mélange de sucre, de colorant, d'arômes, etc. Euh, et bien entendu, avec la complicité ou du moins avec le regard bienveillant des autorités. Donc, j'allais dire comme conseil, c'est qu'il vaut mieux éviter, autant que faire se peut, certaines origines qui ont une culture ou une tradition
de fraude. Donc voilà, les produits chinois sont souvent de mauvaise qualité. Je parle des produits alimentaires. Voilà. Donc si on achète des produits, il vaut mieux consommer des produits plutôt européens ou de proximité. Voilà, parce qu'il y a a priori des contrôles plus sérieux, il y a des éthiques peut-être un peu mieux développées. Et puis surtout, prendre des produits les moins transformés possibles. Parce que moins il y a d'étapes, moins il y a possibilité d'ajouter des produits qui ne devraient pas y être. Si le produit est en purée, en poudre ou liquide, voilà, à ce moment-là, c'est plus difficile de reconnaître, de savoir de quoi on est parti. Par exemple, si on prend un steak haché, c'est difficile de savoir si la viande au départ était de belle qualité. Alors que si on achète un steak, on le voit, on voit effectivement la pièce de viande. Pareil pour les purées, pour les poudres, dans les épices, moi personnellement, je ne consomme pas d'épices en poudre, par exemple. J'achète des épices, du poivre en grain, et je le broie moi-même. Donc voilà, c'est quelques conseils qu'on peut donner. Tu peux expliquer pourquoi par rapport aux épices? Parce que moi j'étais acheteur d'épices, donc là, mon rêve quand j'étais jeune, c'était d'être acheteur d'épices ou de café, et j'ai réalisé mon rêve. Et bon, j'étais un peu déçu parce que voilà, moi je voulais acheter des produits de qualité, et je me suis rendu compte que c'était vraiment un univers de fraude, malheureusement. Et il n'y a rien de plus facile à frauder que frauder une épice en poudre. Donc, dans du poivre en poudre, on peut mettre plein de choses. Dans du curry en poudre, on peut mettre plein de choses. Dans du piment doux en poudre, pareil, on peut mettre des produits épuisés, on peut mettre du sucre, on peut mettre de l'amidon, on peut mettre de l'origan, on peut mettre des plantes qui ne sont pas de l'origan. Moi, j'ai lu il y a quelques jours encore un compte rendu, alors je ne sais plus si c'était Que Choisir ou les fraudes, qui disait voilà, qu'il y avait encore trop de fraude dans l'origan, avec des mélanges, avec des feuilles d'olivier, du sumac, enfin des plantes qui ne sont pas de l'origan. Donc tu vois, quand le produit est difficile à reconnaître, quand il est plus dans son intégralité, c'est beaucoup plus facile de frauder. Donc moi, le conseil que j'aurais tendance à donner, c'est prenez le produit le moins transformé possible. Tu as parlé des origines, du coup, ne pas choisir des produits d'origine de Chine. Comment le consommateur il fait pour choisir un produit qui vient pas de Chine? Parce que c'est pas souvent écrit sur le paquet, donc comment on fait? C'est vrai, tu as raison. Moi, quand j'achetais, au début de ma carrière, quand j'achetais de la tomate, du concentré de tomate, c'était un produit qui était fabriqué en France, en Italie ou en Espagne, donc relativement proche. Et puis, quand les Chinois se sont mis à fabriquer du concentré de tomate, ils ont inondé le marché avec des produits pas chers. Donc, en fait, c'est très difficile parce que dans les plats préparés, tu n'auras pas l'origine des ingrédients, de chaque ingrédient. Donc, tu ne sauras pas réellement d'où vient la matière première. Ensuite, si on va acheter des produits pas transformés, des fruits et légumes frais, en règle générale, il y a obligation d'indiquer l'origine. Donc, on peut voir d'où ils viennent. Et à ce moment-là, il y a assez peu de chances que ça vienne de Chine, puisque il faut quand même, il y a un temps de transport et il y a un coût de transport qui fait que sur les produits frais, en général, c'est assez peu le cas. Mais par exemple, pour le miel, moi j'ai milité beaucoup et pendant très longtemps pour qu'on indique l'origine des miels, parce que je savais qu'il y avait beaucoup de fraude et notamment de miel chinois. Donc, c'est passé en France dans la réglementation, ça va se faire, ça va s'étendre. Donc, ça prend du temps, mais les choses finissent par se faire. Pareil pour les viandes, il commence à y avoir obligation d'étiqueter l'origine des viandes, et y compris dans la restauration. Donc, petit à petit, les choses s'améliorent. Finalement, les produits premier prix, c'est pas finalement une si bonne affaire. Tout dépend parce que il y a des produits qui sont par nature relativement peu chers. Si tu prends par exemple des produits à base de céréales, la farine alimentaire, si tu prends les haricots, les lentilles, ça, ce sont des produits qui sont pas chers à fabriquer. Donc ces produits-là, à la rigueur, tu auras relativement peu de soucis si tu prends la précaution de prendre quand même une marque assez connue. Enfin bon, c'est toujours possible, mais il y a quand même moins de risques. Et par contre, dans les plats préparés, dans les plats industriels, effectivement, si tu veux un plat de qualité, c'est difficile de trouver de la meilleure qualité dans les premiers prix parce que pour faire baisser les prix, il n'y a pas de secret. Il faut rajouter des ingrédients pas chers. Et l'ingrédient le moins cher, c'est de l'eau. Donc souvent, on va rajouter de l'eau. On va mettre des colorants, des arômes, des stabilisants, des conservateurs. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir les plats préparés premier prix. Il ne faut pas espérer avoir une pizza premier prix de la même qualité qu'une pizza de grande marque. Et même chose pour un hachis parmentier, pour des lasagnes, voilà. Donc finalement, on achète de l'eau et des additifs, donc le produit moins cher est finalement plus cher qu'un produit qui est plus cher. Souvent, effectivement, oui, c'est vrai que
part ou au plat, enfin au poids global, on va payer moins cher au kilo. Mais par contre, on aura de l'eau, on aura des additifs, on aura, voilà. Pareil, moi j'ai beaucoup regardé les crèmes glacées, par exemple, les crèmes glacées à la vanille, par exemple. Les crèmes glacées premier prix, elles ont un arôme vanille, un arôme chimique. Elles ont des gousses de vanille épuisées, donc qui sont des déchets de vanille pour faire des petits points noirs, faire croire qu'il y a de la vraie vanille dedans. Et puis après, du colorant et des arômes. Et c'est comme ça qu'on arrive à baisser les prix et à faire des premiers prix. Après, il faut, oui, apprendre à lire la liste des ingrédients, voir un peu vraiment ce qu'il y a dedans. Il faut s'intéresser un petit peu à ce qu'on achète. D'ailleurs, tu parles de vanille, on a un épisode qui peut-être quand celui-ci sortira n'est pas encore sorti, mais on a enregistré avec Alissa Hervouet, donc c'est une spécialiste de la vanille. Donc D'accord. on a effectivement expliqué tout ce qui est vanille épuisée, etc. Donc chers auditeurs, si ça vous intéresse, Impeccable. c'est un épisode avec Alissa Hervouet. Euh, Très bien, mais c'est vrai que moi, je me bats aussi depuis des années pour l'interdiction des produits épuisés. Hein, enfin, la vanille, mais tout produit épuisé, puisque ce sont des déchets. Ce sont vraiment des choses qu'on ne devrait pas utiliser dans l'alimentaire. Est-ce que tu peux du coup en profiter pour rappeler vite fait ce que c'est un produit épuisé? Ah, tout à fait. Un produit épuisé, c'est un produit aromatique. Hein, donc typiquement la vanille, hein, mais ça peut être n'importe quel produit aromatique ou aussi colorant. Par exemple, le paprika, souvent est épuisé, mais le poivre également. C'est un produit dont on va extraire l'arôme et la couleur pour faire soit des arômes ou des colorants. Et le résidu, c'est un déchet, mais il est de temps en temps utilisé comme matière première ou comme ingrédient, on va dire. Donc, par exemple, la gousse de vanille, on prend une gousse de vanille, on va la broyer, ça va faire une poudre. On va extraire l'arôme de vanille, souvent avec un solvant organique, donc par exemple avec de l'hexane. Et ensuite, on va avoir donc d'un côté l'arôme vanille, dont on va se servir pour faire des arômes pour la pâtisserie, par exemple. Et on va avoir la vanille en poudre, mais sans aucun arôme, et avec du solvant dedans. Et ce sera utilisé ça comme marqueur visuel. On appelle ça un marqueur visuel. Donc, les petits points noirs qu'on voit dans les yaourts à la vanille ou dans les crèmes à la vanille ou les glaces à la vanille. Ça existe aussi pour le poivre. Donc, nous, quand on fait du poivre en poudre, on pouvait mettre du poivre épuisé. Le paprika aussi, ça se fait souvent. Le piment doux. Voilà, ce genre de choses. Dans certains produits, c'est interdit. Dans les épices, c'est interdit. Par contre, et ça, je ne comprends pas, la vanille, c'est autorisé. Et ça, effectivement, c'est un scandale. Donc on est clairement sur, je vais dire le mot, mais sur de l'arnaque complètement quoi. On fait croire à la personne qu'il y a de la vanille dedans, alors que Absolument. finalement, alors oui, il y a de la vanille vu qu'il y a la gousse de vanille, mais finalement elle est épuisée, donc ça veut dire que en fait c'est vraiment normalement elle est censée aller à la poubelle, elle n'a plus aucun Absolument. goût, plus aucun Exactement. odorat ni rien, et Tout on à fait. rajoute des arômes pour donner ce goût-là quoi. Et puis sur Exactement. le packaging, on revient comme tu disais au début au marketing, on met une belle gousse de vanille, une belle fleur, et Exactement. ça donne envie. Tout à fait. Mais c'est exactement comme si on utilisait du marc de café. Tu vois, tu fais ton expresso avec voilà et la galette d'expresso qui te reste, enfin, la poudre de café qui a plus de goût, où on a extrait le café. Et ben ce truc-là, tu t'en sers comme une matière première pour mettre dans des gâteaux, dans des crèmes et autres. Voilà, c'est exactement la même chose. Alors, je vais un peu faire l'avocat du diable Mhm. et dire, mais finalement, est-ce que c'est si grave que ça de rajouter, on va dire, un arôme, tant que ça reste, on va dire, un arôme naturel de, donc pour rappel, chers auditeurs, un arôme naturel de, c'est 95%, par exemple, arôme naturel de vanille, c'est 95% de vanille et 5% d'autre chose. Donc, on va dire qu'on reste sur un arôme naturel de vanille et qu'on utilise de la vanille épuisée pour faire joli et tout ça, plutôt que d'aller chercher encore de la vanille qui potentiellement pourrait demander plus de ressources à fabriquer, puis ça coûterait plus cher, puis pour la planète, enfin, tu vois, je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, Oui, je finalement, comprends. c'est moins cher pour tout le monde, on consomme moins, et puis c'est bon. Ben, moi, il y a plusieurs problèmes. C'est que le consommateur ne sait pas ce que c'est qu'une vanille épuisée. Donc déjà, c'est que pour moi, on ne donne pas une information honnête au consommateur, on n'informe pas clairement le consommateur. Alors, c'est marqué dans la liste d'ingrédients, mais moi, j'ai fait l'expérience plein de fois. Hein. À chaque fois, j'ai demandé, mais est-ce que tu sais ce que c'est qu'une gousse de vanille épuisée? Et personne ne sait, parce que c'est pas clair. Tu vois, donc, pour moi, il y a déjà un problème d'information honnête au niveau du consommateur. Le consommateur ne sait pas qu'il mange en fait un déchet. Voilà. Ensuite, il y a un problème dans la réglementation, c'est-à-dire que bah,
pourquoi est-ce que ce produit-là est autorisé et est-ce qu'on n'autorise pas, par exemple, à prendre, pareil, un déchet de poivre pour faire du poivre, un déchet de piment doux pour faire du piment doux. Enfin, est-ce que c'est pas autorisé pour tous les produits à la rigueur, tu vois? Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas, je ne sais pas moi, de la poudre d'os pour mettre avec de la viande ou de la poudre de tendon pour mettre dans les steaks hachés? Enfin, tu vois, il y a un moment donné, il faut bien définir ce qui est de la nourriture et ce qui n'en est pas. Et un déchet, c'est un déchet, c'est plus de la nourriture. Ensuite, tu as raison, on peut très bien utiliser des arômes, qu'ils soient naturels ou même artificiels, parce que la vanille, bon, tu sais qu'il y a l'arôme naturel de vanille, mais il y a aussi l'éthylvanilline, qui est un arôme de synthèse, qui est utilisé abondamment, donc il n'y a pas de souci aujourd'hui pour parfumer des produits à la vanille de manière très économique. Donc pour moi, pour la vanille, il n'y a pas de sujet, c'est-à-dire que si on veut aromatiser avec un goût puissant de vanille, il n'y a aucun souci aujourd'hui. Et ce sera très peu cher. L'éthylvanilline ne coûte quasiment rien. Oui, bah, on en parle avec Alice Hervouet pour faire un résumé. L'éthylvanilline, c'est une molécule, alors que la vanille, il y a plus de. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, il faudrait réécouter l'épisode, mais il y a peut-être plus de 700 molécules dans la vanille, donc ce qui donne un complexe, goût. oui. Enfin, ouais, incroyablement plus complexe, alors que là, on habitue le consommateur à une dose de vanilline, et finalement, on en met tellement dans tous les produits que le consommateur devient habitué, il faut en mettre encore plus, encore plus, encore plus, et finalement, en fait, on arrive sur des produits qui sont tous les mêmes, il n'y a plus aucune diversité au niveau du goût, et puis, enfin, moi, je sais pas, mais de mon point de vue, la nourriture, ça reste quand même le goût extrêmement important, et la diversité du goût, Tout à fait. c'est ça aussi le plaisir, quoi. Tout à fait. Mais aujourd'hui, il faut savoir, enfin, tu as peut-être vu le prix des gousses de vanille en magasin. Aujourd'hui, la vanille, la vraie vanille naturelle, la vanille Bourbon par exemple, ça devient un produit de luxe. Hein, une gousse de vanille aujourd'hui, c'est cher. Donc, c'est vrai que les produits de qualité, plutôt les produits rares, malheureusement ont un prix et c'est souvent pas à la portée de toutes les bourses. Ouais, je comprends. Tu as parlé, je reviens un peu sur les procédés industriels. Tu as parlé des auxiliaires technologiques. Alors déjà, Oui. est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est? Et ensuite, pour quelles raisons ils ne sont pas indiqués sur le paquet? Et du Alors coup, ça, est-ce qu'ils sont néfastes? c'est une très bonne question et ça fait partie aussi de mes combats. J'en ai quelques-uns. C'est que les auxiliaires technologiques, c'est décrit dans le règlement européen des additifs. Alors, les politiques et les industriels vont te dire non, non, ce n'est pas un additif. Mais bon, c'est quand même défini dans le règlement européen sur les additifs. Et en fait, c'est une catégorie d'additifs. Donc, alors un additif alimentaire, donc on dit alimentaire, mais c'est un produit qu'on ne consomme pas normalement. C'est-à-dire, ce n'est pas un aliment, ce n'est pas un ingrédient. C'est quelque chose qui normalement ne se mange pas. Donc, les additifs et les auxiliaires ne sont pas des produits qu'on devrait normalement en tant qu'humain consommer. Ça, c'est quand même un point important. Et ensuite, donc, on va considérer que l'auxiliaire technologique est une catégorie particulière d'ingrédients qui est utilisée dans le but de faciliter le travail de l'industriel. Ce n'est pas destiné à améliorer le produit en lui-même, mais c'est censé permettre à l'industriel de faire son travail. Donc, par exemple, tu as les solvants, les solvants organiques, pour faire de l'huile, du beurre de cacao, par exemple, tu vas utiliser un solvant qui va te permettre d'extraire l'huile. Alors, ces solvants, ils sont malheureusement, comme l'hexane, plus souvent cancérigènes. Ce n'est pas des produits très, très sains. Mais bon, c'est autorisé. Et la justification qu'on donne, c'est que à la fin, une fois qu'on aura extrait l'huile, l'auxiliaire aura quasiment disparu. Il ne restera pas ou quasiment pas. Le problème, c'est que il y a plusieurs problèmes. C'est que d'une part, c'est faux, c'est-à-dire que dans le produit, il en reste souvent plus que des traces. La preuve en est qu'il y a des seuils, des seuils limites qui sont définis par la réglementation et des seuils qui sont relativement importants. Par exemple, sur les solvants d'extraction pour enlever la caféine, alors c'est du dichlorométhane de mémoire, on a des seuils importants dans le café et dans le thé, et on retrouve cette molécule dans les produits finis. Dans le café décaféiné au solvant, au dichlorométhane, tu vas retrouver de ce produit-là. Mais seulement, le consommateur n'aura aucune information que ce produit a été utilisé et qu'il peut en rester dans son produit. Donc, si toi, tu te dis, moi, je veux éviter les produits avec des solvants, je veux éviter l'hexane, je veux éviter le dichlorométhane et plein d'autres produits, tu n'auras pas l'information. Tu ne sauras pas que c'est dedans. Parce qu'on autorise les fabricants à ne pas le mettre. Et pour moi, ça, c'est le plus grand des scandales. Et comment on fait, du coup? Il n'y Est-ce a, qu'un produit aucun moyen. bio permet d'éviter cela? Alors oui, effectivement.
Les produits bio, il y a beaucoup moins d'additifs, donc puisqu'on on passe de 350, 400 à une cinquantaine simplement, donc il y a moins d'additifs et il y a aussi moins d'auxiliaires technologiques. Donc effectivement, les produits bio sont, on va dire, globalement meilleurs pour la santé que les produits conventionnels par rapport à ces contaminations, aux additifs et aux auxiliaires technologiques. Mais les auxiliaires technologiques, en bio ou en pas bio, ils sont pas déclarés. Ils ne sont pas déclarés en général. Pour qu'on comprenne bien, du coup, tu as parlé de l'huile. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu comment on fait une huile en prenant, par exemple, je sais pas, on va prendre de l'huile d'olive. La première pression, on n'utilise pas de solvant. Par contre, après, on va utiliser du solvant pour aller en chercher. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce processus pour que les auditeurs comprennent bien? Alors effectivement, il y a deux techniques d'extraction de l'huile. Soit on fait une huile par pression, donc on va prendre le produit riche en huile, donc par exemple des olives ou des noix, des noisettes, enfin tout ce qui contient de l'huile, et on va les presser. Voilà, donc on exerce une force sur le produit, on le comprime, et à travers les mailles du tamis, l'huile va s'écouler. Donc voilà, c'est un procédé mécanique qui permet d'extraire de l'huile. Ensuite, arrivé à un certain moment, on ne peut plus extraire l'huile qui reste. C'est-à-dire que quand on va presser des olives, on va extraire, alors je n'ai plus les ratios en tête, mais on va extraire peut-être, je ne sais pas moi, 1/8 ou 1/10 du poids en huile. Et après, on ne peut plus extraire le reliquat. Il va en rester encore un petit peu dans la pâte d'olive, mais on n'arrivera pas à l'extraire par pression, parce que ce sera trop difficile. Donc à ce moment-là, plusieurs choses. On peut chauffer, puisque le fait de chauffer va rendre l'huile plus fluide. Voilà, donc on va élever la température. Et on peut encore presser un peu plus. Donc on a la première pression à froid, souvent on dit à froid, c'est-à-dire que ce n'est pas chauffé. Donc voilà, donc ça c'est la meilleure qualité. Quand on va chauffer, on va extraire plus d'huile, mais avec cette huile-là, on a une huile de moins bonne qualité. En termes de goût, c'est souvent beaucoup plus fort, moins agréable. Donc on a une huile de moins bonne qualité. Et à la fin, même en chauffant et en pressant, on n'arrive pas à extraire les dernières gouttes d'huile. Ces dernières gouttes, on peut les récupérer avec un solvant. Donc, le solvant le plus connu, c'est l'hexane, mais il y en a d'autres. Et on peut extraire aussi avec le CO2 supercritique, donc il y a des technologies plus propres. Mais là, traditionnellement, on extrait ça à l'hexane. Donc, c'est un liquide, c'est un solvant, ce qu'on appelle un solvant organique, c'est issu du pétrole, c'est un produit 100% chimique. Qu'on va faire, c'est comme un filtre à café, si tu veux. Au lieu de mettre du café, on va mettre de la pâte d'olive ou on va mettre, par exemple, des graines de colza ou de soja broyées. Et on va faire percoler, donc on va faire passer à travers ce produit-là le solvant. Et le solvant, souvent qui est chauffé et sous pression, il va dissoudre les huiles et les entraîner avec lui. On récupère tout ça, on fait évaporer le solvant et il nous reste l'huile. Voilà, donc c'est les deux technologies. Alors, il y a des huiles, comme les huiles d'olive, où on a la meilleure qualité qui est extraite à froid par pression. Et ensuite, on a les huiles industrielles ou de mauvaise qualité, donc qui sont extraites de ce qui reste dans la pâte d'olive. Ou alors, il y a des huiles qui sont totalement extraites au solvant, comme par exemple le colza ou le soja. Et ça, du coup, est-ce qu'on peut le voir sur un produit? Si on achète de l'huile d'olive, il faut prendre de la première pression vierge extra à froid. Voilà, c'est la façon dont on a un produit de la meilleure qualité. Et on a d'autres huiles, alors de mémoire, les huiles de noix, de noisettes, qui peuvent être également extraites par pression. Donc si on peut avoir des huiles extraites par pression, c'est mieux. Mais si les huiles sont extraites au solvant, ça malheureusement, il n'y a jamais d'indication de quel solvant est utilisé. Très bien. Je vais encore faire un peu l'avocat du diable et je vais prendre le parti un peu des industriels et vont dire la première pression à froid, ok, c'est très bien, mais après, il en reste encore du produit. Alors, on va pas le jeter, c'est quand même dommage, on peut le consommer. Et du coup, on utilise le solvant et puis comme ça, on peut faire une huile moins chère. Mais finalement, est-ce que c'est rendre service au consommateur de créer un produit? Bah ouais, il est moins cher, c'est bien, mais finalement, sur la santé, il est peut-être pas au top. Ah oui, comme tu le dis, c'est vrai que ça permet de faire des produits moins chers, mais d'un autre côté, le consommateur qui ne peut se payer que cette qualité-là, il aura une qualité inférieure à l'huile d'olive vierge extra. Donc, il aura un produit de deuxième choix qui peut contenir des solvants. Donc oui, c'est moins bon en termes de goût, c'est moins bon. En termes de sanitairement, c'est moins bon puisqu'il peut consommer des solvants. Donc oui, il paiera un produit moins cher, mais il n'aura pas du tout la même qualité. Ensuite, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'applications industrielles pour les huiles.
Notamment avec les huiles d'olive, on peut fabriquer du savon de Marseille. Donc très souvent, ce qu'on appelle les huiles de grignon d'olive, donc les huiles réellement d'extraction, les dernières gouttes d'huile, ont des usages industriels. Donc on fabrique avec du savon, des shampoings, enfin des détergents. Et on peut aussi l'utiliser comme matière première pour la chimie, les acides gras par exemple, les alcools gras, etc. Le glycérol, ce genre de choses. J'aimerais qu'on parle un petit peu alors, des aliments transformés et des aliments ultra transformés, parce qu'on en parle de Oui. plus en plus et j'ai l'impression qu'un peu on fait un peu l'amalgame entre le transformé, l'ultra transformé. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer la différence et ce qui fait que l'un est entre guillemets mieux que l'autre? Alors effectivement, donc il y a une échelle du degré de transformation des aliments qui a été définie. Alors c'était par un chercheur, un Brésilien, donc de l'université de Sao Paulo, et il a défini le degré de transformation sur une échelle de 4. Voilà, donc ça c'est une définition qui a été définie comme ça. Donc il y a le niveau 1 et puis on va jusqu'à 4. Alors, Ça, le c'est niveau 1, l'échelle c'est Nova, c'est ça? c'est l'échelle Nova, tout à fait. Voilà. Après, on pourrait le définir différemment, mais moi je trouve que c'est assez clair, parce qu'après sinon ça complique beaucoup les choses. Mais en gros, tu as les aliments bruts, voilà, donc ils ne sont pas transformés. Tu vas acheter une pomme au supermarché, voilà, ou du lait, c'est des produits qui sont bruts tels quels. Après, tu vas avoir les ingrédients, donc c'est-à-dire ce sont des choses qui ont subi une première transformation et qui sont utilisés comme ingrédients pour des préparations plus complexes. Donc, ce sont des produits déjà un peu transformés, comme par exemple, je ne sais pas, si on prend la pomme, ça peut être la compote de pomme, par exemple. Voilà. Après, tu auras des produits qui vont être transformés, donc qui auront subi une transformation, c'est-à-dire qui auront été, c'est un mélange d'ingrédients, on va dire. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, un gâteau aux pommes, tu vois, donc tu auras ta pomme à l'intérieur, tu auras de la farine, voilà, ça aura été mélangé. Et après, tu as les aliments ultra transformés, donc c'est vraiment le dernier stade, où tu vas retrouver donc tous ces ingrédients mélangés, plus des additifs, des process complexes, et tu auras un déséquilibre, c'est-à-dire que tu auras souvent moins de fibres, moins de vitamines, moins de minéraux. Donc, ce sont des produits qui sont souvent beaucoup plus complexes au niveau de leur liste d'ingrédients et qui ont subi toutes les transformations qu'on peut imaginer et qui sont le plus éloignés du produit brut d'origine. Voilà. Et quels Alors, sont oui, vas-y. tout ça pour dire, bon, cette classification, à la rigueur, ça pourrait être anecdotique, mais on s'est rendu compte, en fait, dans les études de santé, notamment là, en France, on a une grande étude qui s'appelle une Nutrinet, ce qu'on appelle une cohorte, où on suit des centaines de milliers de personnes sur des années. Donc, on regarde ce qu'ils consomment, leur mode de vie, ce qu'ils font, s'ils sont sportifs, pas sportifs, s'ils fument pas, etc., les sexes, les âges, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation entre, par exemple, certaines maladies comme les cancers, le diabète, l'obésité et la consommation d'aliments ultra transformés. Donc, on s'est rendu compte que plus on consommait d'aliments ultra transformés, plus on avait un risque de développer des cancers. Donc, il y a clairement un lien. Alors, c'est difficile d'établir l'origine précise, c'est-à-dire quel additif, à quelle dose, à quelle fréquence, est-ce que c'est plutôt les nitrites, est-ce que c'est plutôt les solvants, par exemple. Mais clairement, il y a un lien entre santé et ultra-transformation.